Bonjour à tous, je m'appelle donc Amaury Khélifi, je suis fondateur et CEO de MyCityOfFriend. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est typiquement pour lancer une startup. Généralement, quand on est fondateur et qu'on n'est pas technique, eh ben, on peut chercher un développeur, on peut chercher un prestataire, on peut chercher parfois même un cofondateur technique. Peut-être que vous avez une idée, mais que vous ne savez pas forcément comment démarrer. Peut-être que vous avez une startup qui est déjà en cours de développement, que ce soit avec vos propres équipes, avec un prestataire, et cetera. Ou alors, peut-être que vous êtes dans une autre situation, peut-être que vous avez juste vous êtes encore à la phase de réflexion, vous avez envie de vous lancer, et cetera. Peu importe dans quelle situation, on va essayer de répondre un petit peu aux mythes et aux incompréhensions que peuvent avoir les cofondateurs, enfin les fondateurs non techniques qui, la plupart du temps, ont de fausses croyances. Alors ces fausses croyances, c'est quoi? C'est de simplement penser qu'on a juste besoin d'un développeur. C'est pas parce que vous avez une idée que vous avez juste besoin d'un développeur. Généralement, on a besoin d'un petit peu plus que ça. Également, penser qu'on peut échanger une idée et donner une part de la société contre des développements. C'est quelque chose qui, on pourrait dire mécaniquement, pourrait être possible, mais qui est extrêmement, extrêmement compliqué et rare à arriver à réaliser. Et j'irai un peu plus j'abonderai un petit peu plus dans ce sens-là au fur et à mesure de la présentation. Vous pouvez également penser que vous avez besoin d'un CTO pour lever des fonds. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple avec un CTO parce qu'on a les idées claires et généralement le plan est bien posé, mais ce n'est pas indispensable et il y a moyen de pouvoir le faire autrement. Vous pouvez peut-être que c'est aussi une idée que vous avez peut-être eue ou entendue, comme quoi il est nécessaire ou il peut être utile d'apprendre à coder quand on est CEO. La réponse est absolument non, parce que ça prend des années, même si on se lance sur des technos no code, et cetera, ça prend des mois, et il y a toujours une certaine logique d'ingénieur qu'il faut arriver à réaliser, peu importe la technologie qu'on utilise. Et la dernière, mauvaise conception qu'on peut avoir, la fausse croyance que peuvent avoir beaucoup de fondateurs, c'est de se dire: «Bah, tiens, j'ai juste besoin d'une application», par exemple Airbnb pour les vélos ou le Airbnb pour, les ordinateurs et cetera. Et ça suffit pas, en fait. Il y a besoin de rentrer beaucoup plus dans le détail. Il y a besoin de détailler, de créer, un cahier des charges et d'être beaucoup plus clair pour pouvoir ensuite, convaincre des investisseurs, convaincre notre marché comme quoi il y a un vrai potentiel, et cetera. Alors, juste avant de rentrer avec le contenu même de cette présentation, je prends quand même quelques minutes pour me présenter. Je m'appelle Amaury. J'ai travaillé globalement 10 ans dans le monde corporate. D'abord en tant que formateur en système d'information, travaillé pour des ministères, et cetera. Et puis ensuite, dans le milieu bancaire où j'ai constitué une équipe et j'ai grossi une équipe d'industrialisation de projets. Donc globalement, tout ce qui est automatisation, industrialisation, c'est vraiment mon cœur de métier. Et depuis, j'ai lancé, ma première startup en 2012 qui n'a pas fonctionné et suite à ce premier échec, cette première leçon, j'ai ensuite accompagné un peu plus de 200 startups depuis. En créant des tonnes de tutoriels, vous pouvez chercher sur YouTube et cetera, j'essaie d'apporter un maximum d'informations, aux fondateurs non techniques pour leur permettre justement de choisir le bon chemin et éviter, les pièges classiques de ceux qui ne connaissent pas la tech et qui, à un moment donné, vont partir dans une mauvaise direction ou confier potentiellement les développements aux mauvais c'est pas les mauvaises personnes, mais aux personnes qui n'ont pas les compétences adaptées à leur type de projet. Voilà. Donc en gros, mon but, principal, c'est de vous aider à prendre le contrôle, à avoir le contrôle de votre projet, en cours de développement. Alors, je vous invite à vous présenter directement, dans le chat. Vous avez accès au chat de Zoom. Je l'ai sous les yeux ici. Je vais essayer de prendre au fur et à mesure en compte, ben, tous les messages que vous me pourrez me poser. Ça m'intéresse de connaître un petit peu votre situation. Alors, justement, parlant de situation et actuellement où est-ce que vous en êtes, ça m'intéresse de comprendre quelles sont aussi vos attentes par rapport à cette présentation. N'hésitez pas à me dire dans le chat, encore une fois, ce pourquoi vous êtes venu, quelles sont les questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde. Comme ça, au fur et à mesure, soit je vais y répondre dans la présentation, soit on pourra prendre un peu de temps, à la fin. Alors, typiquement, quand on est une startup, quand on veut lancer une startup, quand on est en phase early stage, on a plusieurs phases en fait sur cette phase d'early stage. Peut-être que vous êtes à la phase d'idéation, juste un début d'idée ou une idée qui est encore un peu vague. Ou alors vous êtes en train de poser votre roadmap, l'idée commence à être claire, vous avez quelques signes de traction. Vous pouvez éventuellement avoir commencé les développements, peut-être commencer à travailler avec un prestataire, un développeur.
Vous êtes déjà peut-être en train de lancer votre produit. Peut-être que vous avez déjà votre propre équipe, une équipe qui est opérationnelle, c'est un produit en cours et vous voulez passer peut-être à une version 2, ou alors vous êtes peut-être déjà sur la phase de croissance. Peu importe finalement à quelle phase vous en êtes, dans cette présentation, on va vraiment voir comment on fait quand on n'a pas la bonne personne, au moins pour l'instant, quand on n'a pas encore le bon CTO, ou peut-être que vous avez un CTO junior ou un lead développeur qui vous aide à démarrer, qui vous a aidé peut-être à créer la toute première version de votre produit, mais il y a peut-être besoin après de passer à l'étape au-dessus. Et généralement, quelqu'un qui est très bon en développement est rarement aussi un très très bon manager et va rarement pouvoir faire passer la phase de growth avec peut-être 10, 20, 30 technicien à manager. Alors, si vous êtes un fondateur de startup, vous n'avez pas seulement besoin d'une compréhension générale de comment monter une startup, mais vous allez avoir besoin d'avancer sur un deuxième axe. L'axe, donc l'idéation, roadmap, développement, team setup et growth stage, mais aussi, vous avez besoin de développer votre connaissance technique d'une manière générale, culture générale de la tech et le product management, votre compétence en termes de product management. Alors, voilà, ça c'était les deux éléments sur lesquels il faut absolument avancer. Alors, le plan d'aujourd'hui est le suivant. On a découpé cette présentation en 3 étapes. D'abord, ce dont vous avez besoin pour lancer les développements, comment est-ce qu'on se prépare, quelle technologie on choisit, comment on peut savoir quel type de prestataire, etc. on a besoin. Et l'objectif, c'est de vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps en évitant de partir dans les directions qui sont pas efficientes, pas efficientes, pas efficaces, et justement aller sur des solutions un peu plus rapides. La deuxième partie de cette présentation sera sur la relation entre développeurs et fondateurs. Parce que c'est une relation qui est particulièrement compliquée, parce que tout simplement, ce n'est pas du tout le même type de profil, on ne pense pas de la même manière, et du coup, ça peut amener à certains conflits et c'est pour ça qu'en début de présentation, je vous disais, il est extrêmement compliqué de s'associer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, juste en lui donnant des parts de la société. Il y a de grandes, grandes chances que ça ne fonctionne pas. Et la troisième partie sur laquelle on va développer, c'est comment finalement réussir à monter une startup quand on n'a pas encore, du moins, le bon tech cofondateur, le bon CTO pour cofonder notre startup. Alors, OK, donc c'est une présentation rapide. Je vous dis rapidement juste qui je suis. Je vous ai dit, je suis Amaury Khelaifi, j'ai accompagné des startups. Je suis fondateur de MyCTOFriend. Alors, très, très rapidement, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, juste, je vous dis ce que fait MyCTOFriend. Vous voyez cette carte de toutes les compétences. En réalité, quand on veut monter une startup, alors attendez, hop, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Voilà. Quand on veut monter une startup, il n'y a pas qu'une seule compétence, mais il y en a des dizaines. Et sur toutes ces dizaines de compétences-là, finalement, le chemin va être complètement différent d'un projet à un autre. Donc, nous, ce qu'on a développé à MyCTOFriend, c'est finalement un algorithme et plein de micro-contenus qui vont être capables d'identifier finalement en fonction du background, en fonction de la phase de projet, en fonction de son industrie, en fonction du type de projet, si c'est un marketplace, etc., quel est finalement le chemin le plus court, du moins on tend à se rapprocher du chemin le plus court pour aider les cofondateurs non techniques à créer leurs produits. Voilà, globalement, ce qu'on fait, on le fait avec du chat en tant que support tech, on le fait avec des instructions vidéo, on le fait avec des contenus qu'on appelle des workbooks qui en fait sont customisés et copiés pour chacun de nos projets qu'on coach et on suit ainsi les projets, on leur demande d'avancer et on regarde quelles sont les avancées. Et le dernier élément est évidemment des meetings qu'on fait régulièrement. Comme ça, vous savez tout sur ce que fait MyCTOFriend et on va pouvoir avancer sur le contenu même de la présentation. Voilà, je vous ai remis le plan pour aujourd'hui. Est-ce qu'avant que je démarre, vous avez des questions? Alors, j'ai vu, bonjour, hop, OK, j'ai eu seulement 2 commentaires sur Zoom, donc n'hésitez pas. Comme je disais, je vais avancer chapitre par chapitre et après je prends un peu le temps de revoir un peu les questions qui peuvent être, sur, le chat. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. OK, je vois, on a 2 projets. Bon, continuez à alimenter le chat, j'y reviendrai, à la fin de chaque partie. Vous n'avez pas de questions particulières avant que je démarre? Tout va bien? C'est fluide? Vous m'entendez bien?
Ouais, tout est nickel. Allez, impec. On continue. Alors, typiquement, peu importe si vous avez hop, attendez. Tac, 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 tac. OK, donc on démarre avec la première partie. De quoi vous avez besoin, de préparer quand on lance une startup? Ou même quand vous allez lancer la prochaine version. Peut-être que vous avez déjà une version, et il faut forcément préparer la prochaine version. Alors, d'abord, j'aimerais revenir un peu sur les références classiques qui sont tous ces bouquins de Lean Startup, de Design Sprint, Running Lean, et cetera. Ces bouquins sont, si vous ne les connaissez pas, sont des bibles, sont essentiels à n'importe quel entrepreneur. Mais il y a une chose qui manque à l'intérieur de ces bouquins-là, c'est finalement comment réellement créer le produit. Quelle technologie utiliser pour prototyper, pour créer un produit peut-être un peu plus mature, ou pour carrément créer un produit prêt à encaisser des millions d'utilisateurs, parce que les solutions seront totalement différentes. Quel type du coup de développeur, quel type de profil j'ai besoin dans mon équipe, que ce soit product manager, designer, CTO, etc. Il manque vraiment une partie opérationnelle, et c'est ce que je tends à essayer de répondre, à essayer d'apporter aux startups avec MyCTOFriend. Alors, savez-vous qu'il y a des milliers, voire peut-être même des millions de manières pour développer une startup? Il n'y a pas un seul process finalement qu'on peut suivre, il y en a plein, en fonction, ben, des ressources que l'on a, du fondateur, de ses connaissances, de la traction du marché qu'il a, de la connexion au marché qu'il a, et cetera, et cetera. Et donc, finalement, pour lancer une startup, est-ce que oui ou non on a besoin d'un gros investissement? La réponse est non. On peut trouver finalement des solutions à chaque phase et à chaque contexte. On a des startups qui démarrent avec 1 000 €, on en a d'autres qui démarrent avec 100 000, et elles ont quasiment tout autant de chances de réussir, même si celle à 100 000 a globalement plus de moyens. On a un certain avantage à avoir finalement peu d'investissement parce qu'on va être de suite dans le terrain, de suite dans le concret. Alors, typiquement, je vais vous parler d'un cas concret d'une startup, qui s'est lancée, il y a quelques années et qui a développé une solution dans le health tech. Je ne vais pas donner le nom, mais globalement, c'était une plateforme pour la santé, pour permettre aux utilisateurs d'avoir une meilleure santé. Ils m'ont contacté parce qu'ils étaient sur une phase d'accélération, donc pour faire un audit, et les donc cofondateurs, il y avait un fondateur CEO qui s'était associé avec un CTO, qui n'était pas réellement un CTO, mais plus un développeur, et qui a créé le produit de zéro, pendant plus d'1 an. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, un petit peu après le lancement, les tensions étaient relativement élevées entre le CTO et le CEO, et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé de réaliser un audit. Le CEO voulait savoir un petit peu ce qui se passait sur les aspects techniques. Le problème, c'est que, en fait, la startup qui devait fonctionner et qui devait avoir cette traction n'avait pas la traction attendue, n'avait pas encore le chiffre d'affaires attendu. Les choses devenaient réellement tendues entre l'équipe technique, donc le cofondateur et le CEO. Et le CTO, à un moment donné, a dit: «Écoute, si jamais tu ne me payes pas le travail que j'ai fait pendant 1 an et demi gratuitement», mais en fait, il était associé, «je m'en vais et j'embarque tout ce que j'ai fait avec moi». Ça s'est mal passé. Le CTO, enfin le développeur, a pris les codes sources, il a éteint le serveur. Quand il l'a rallumé, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait redirigé les flux sur son propre serveur à lui, donc il n'y avait plus aucun code source, rien du tout, et que le service, en fait, était en mode, rançon. Inutile de vous dire que ce type de situation a complètement ruiné l'entreprise. Ni l'un ni l'autre n'ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, et c'est malheureusement des situations qui arrivent fréquemment et trop, beaucoup trop fréquemment. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est des situations qui arrivent? D'abord, ça revient finalement à la phase d'avancement d'un projet. Particulièrement quand on est au début, il faut absolument analyser l'idée et ne pas investir en loc en dans le cas concret que je vous ai présenté, le CEO avait investi quasiment un demi-million d'euros sur le projet, alors que finalement il n'avait pas encore le signe de traction. Il n'avait pas encore prouvé que son concept allait fonctionner. Il est essentiel de passer par une phase lean startup avant de pouvoir d'investir directement des gros montants sur notre projet. Donc, première chose, première phase d'idéation, c'est connaître son why, savoir quelle est sa vision, définir
finalement quel est son client idéal, avancer dans être connecté à l'influenceur, et cetera. Définir précisément quel est son persona, sa stratégie d'acquisition, la tester également. Également tester une version peut-être offline du concept, avoir des fichiers Excel, des on peut imaginer pour n'importe quel business une version offline. Même Airbnb, ils allaient faire directement les photos eux-mêmes, des appartements qu'ils mettaient en location, quand ils se sont lancés. Et il faut tester, analyser quel est finalement le business model et ensuite et aussi toujours sur cette phase d'idéation, tester quelles sont les techniques d'acquisition de gross hacking, j'ai envie de dire, qui vont vous permettre de savoir comment attirer plus tard vos utilisateurs. Et au final, le dernier point, c'est de tester via un prototype et c'est là où on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Une fois que vous allez avoir cette phase d'idéation qui est validée, à ce moment-là, vous allez vous dire: «OK, maintenant je vais peut-être pouvoir avancer et réaliser le vrai produit, me lancer sur les développements». Et du coup, peut-être que vous voulez dire: «Oui, mais les développements, ça va coûter extrêmement cher avant que je puisse, réellement lancer mon projet». Alors ce n'est pas le cas et je vais l'illustrer avec un projet que j'ai accompagné il y a quelques années, qui s'appelle un BAM.archi, qui est en fait un cabinet pas d'architectes, mais de maîtres d'œuvre et qui met en relation avec des architectes. Alors c'était en 2016, il y a 4 ans, je crois. J'ai échangé avec Mathias et Boris, 2 cofondateurs qui ont lancé leur concept, simplement avec, des Typeform, quelques sites, WordPress et e-commerce de base et qui m'ont posé cette question: «Est-ce qu'on devrait pas plutôt développer notre propre outil maintenant ou est-ce que on le fera plus tard?» Sachant qu'ils commençaient à générer enfin, ils ont commencé à générer leurs 1 revenus. À cette époque-là, ma réponse a été simple. J'aurais dit: «Écoutez, vous n'avez pas encore de cofondateur technique, en embaucher un, ça coûte très cher. Continuez juste de générer votre revenu et de toute façon, un problème technique a forcément une solution». Vous savez, la techno, c'est super simple, c'est 1 + 1 = 2, c'est mathématique. Quand on a une problématique, on a forcément les bonnes personnes pour y répondre, à partir du moment où on a généré le revenu et généré le cash pour pouvoir mettre les bonnes personnes en face. Donc quand j'ai eu des news 18 mois plus tard, ils avaient en réalité généré combien c'était là? 8 millions, c'est ça? 8 millions de chiffre d'affaires juste avec un site Typeform, avec un site e-commerce, je ne sais plus si c'était WordPress ou en landing page et sans avoir de CTO. Donc si Mathias et Boris ont pu le faire, à mon avis, je pense que quasiment n'importe quel projet peuvent le faire à partir du moment où on applique la bonne méthode, la méthode du Lean Startup et qu'on ne cherche pas à investir de gros montants dès le début. Alors, est-ce que vous savez, j'ai une autre manière d'illustrer ça, est-ce que vous savez combien ça coûtait de développer un site web il y a 20 ans? Vous pouvez me le dire dans le chat. Combien ça coûtait environ développer un site web il y a 20 ans? Globalement, des réponses? Ouais, je vous l'apporte. Globalement, ça coûtait environ 2 000 € minimum et au moins une grosse semaine de travail pour développer un site web. Aujourd'hui, je pense que vous le savez, développer un site web peut être fait en quasiment quelques minutes. Alors, comment c'est possible? Évidemment, aujourd'hui, nous avons une certaine techno qui se comporte un petit peu comme des blocs de Lego. C'est-à-dire qu'on va pouvoir assembler des pièces. À l'époque, on assemblait des codes, des lignes de code, du JavaScript, de l'HTML, etc. Aujourd'hui, en quelques clics, en utilisant les bons outils, on peut directement avoir des sites web qui sont professionnels. Alors, en site web, on va parler de tout ce qui est évidemment truc de base. On peut utiliser la Google Suite pour avoir tout un tas d'outils, de formulaires, les Typeform, les Zapier, IFTTT et tous les outils de marketing automation que l'on peut avoir. On a aussi toutes les solutions e-commerce, des solutions type open source également, WordPress, etc. Nous avons un peu plus récemment beaucoup plus d'app makers, des solutions de type Bubble, etc., qui permettent de créer des applications sans ligne de code. Et on a également, et souvent on l'oublie, et ça c'est plus dans le domaine des profils techniques, beaucoup de services API qui permettent de créer le cœur d'une application. Et ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous reposer si vous avez une idée qui à un moment donné intégrer, je ne sais pas, de la reconnaissance d'image, qui doit intégrer de la manipulation de vidéos, etc. On a vraiment la possibilité d'avoir des tonnes d'outils sur Internet. Il y en a des millions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde le terme API? Ou est-ce qu'il faut préciser? Dites-nous.
Alors, API, Application Programming Interface, c'est une connexion entre un système d'information et un deuxième système d'information. Donc, globalement, vous pouvez avoir un site web. Si le site web doit rendre un service, doit calculer quelque chose particulièrement, des statistiques ou j'en sais rien, il peut se connecter à un autre système d'information via API. Ouais, et c'est ce qui est utilisé par toutes les applications, etc. Alors, je vous parlais juste avant des solutions rapides et ce que l'on peut faire en mode no code. Voici un exemple de ce que j'ai fait il y a déjà 2 ans. J'ai pris typiquement toute la base de vidéos que j'avais pu créer pour MyCityOfFriend, etc. Et en globalement une journée, j'ai pu créer cette application-là sans ligne de code, juste avec un fichier Excel et l'application qui s'appelle Glide App. Alors, c'était il y a 2 ans. Depuis, on fait des choses beaucoup plus poussées, que ce soit avec Glide App ou les autres types de technologies. Donc, sachez vraiment que ça existe et qu'il faut, c'est quasiment indispensable de passer par ces peut-être petites phases de test avant d'investir des gros montants. Évidemment, je vous l'ai dit, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais au lieu d'investir 30 000 € dans une agence, il peut être intéressant de travailler et de mettre 500 000 € avec un freelance qui va vous créer cette application avec ces technologies no-code pour, encore une fois, des budgets qui n'ont rien à voir avec des développements avancés. Alors, évidemment, tous les business, toutes les idées ne peuvent pas être développées sans ligne de code. Toutes les idées ne peuvent pas être développées avec du no-code typiquement. Et évidemment, ça sera adapté à chaque projet. Alors, on a vu la phase d'idéation. Pour passer cette phase d'idéation, les checkbox à valider sont des signes de traction, avoir une vision claire de votre projet, avoir une bonne présentation de votre projet, typiquement un bon pitch, et avoir un site web pour commencer à tester l'attractivité et à avoir des utilisateurs qui sont intéressés pour votre phase de lancement. Une fois que vous allez avoir validé cette partie-là, à ce moment-là, on va pouvoir préparer ce qu'on appelle la roadmap. Alors, la phase de roadmap, c'est toute une autre histoire. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à réellement discuter avec des investisseurs, discuter avec des banques, qu'on va réellement chercher à se financer, puisque là, on ne parle pas juste de quelques légers investissements, mais on va parler peut-être d'un peu plus, 10, 20, 30 000 €, peut-être un peu plus, si on veut vraiment réaliser la vraie version de notre produit. Alors, voici ce qu'il faut préparer lorsque l'on est sur cette phase de roadmap. On l'a dit tout à l'heure, il faut avoir une vision qui est la plus claire possible. Il faut poser des KPI, poser des dates clés, poser des objectifs clés, le nombre d'utilisateurs, le nombre de leads entrants sur notre site, sur notre plateforme, sur le nombre de téléchargements, etc. Poser tout ça sur un calendrier. Et évidemment, ça changera, mais c'est important et essentiel de poser ces KPI. Il faut y poser ce qu'on appelle communément avec Marie le minimum viable brand, c'est le branding minimal, sans pouvoir investir des milliers d'euros, mais juste quelque chose qui parle un petit peu. Établir une présence sur les réseaux sociaux, définir finalement, une fois qu'on a cette idée claire, quel type de langage on va pouvoir utiliser. Est-ce que l'on a très peu d'investissement, on reste sur du no-code? Est-ce qu'on va partir sur des choses un peu mixtes? On a aussi des solutions qu'on appelle low-code, qui sont des raccourcis pour les développeurs pour développer plus vite. Je parle de Flutter, par exemple, il y a différentes technologies. Et on va pouvoir poser cette roadmap, sachant que dans cette roadmap, on va considérer la première phase, la deuxième phase, la troisième phase, et donc on va essayer d'avoir une suite logique pour ne pas tout jeter, ou alors si on se dit on jette tout, mettre un minimum d'investissement. Typiquement, le no-code peut être mis à la poubelle, ou alors ça peut être évolué, on peut le faire évoluer de manière mixte, en continuant de garder des front-end et des applications graphiques en no-code et en développant un back-end un petit peu plus évolué. Et lorsque l'on va lancer des développements, il va falloir absolument avoir un cahier des charges qui soit clair. Alors, vous ne lancez pas à créer un cahier des charges de 50 pages, ça ne servira à rien. Un cahier des charges doit être précis sur sa prochaine version. Typiquement, il y a 2 choses à mettre dans un cahier des charges, la vision globale du projet et le business model globalement. Où est-ce qu'on va aller? Et être très clair sur la toute prochaine version, le strict minimum qu'on va y mettre dedans. Et là-dessus, j'insiste, il faut qu'il y ait une fonctionnalité clé que vos utilisateurs vont souhaiter. Pas 10, pas 5, une. C'est vraiment essentiel si on veut avancer un pas après l'autre. Sinon, vous allez mettre, si vous en cherchez à en développer 5, vous allez mettre 5 fois plus de temps à les développer et donc du coup, vous ne testerez pas vos hypothèses. Une fois qu'on a posé cette partie-là, on va donc définir les coûts des développements. Et alors pour ça, il y a plein de méthodologies, j'en parlerai un petit peu après. On va également créer donc le pitch deck qui soit opérationnel sur les aspects marché, enfin, le pitch deck classique, mais aussi qui explique finalement comment vous allez développer votre produit,
quelle techno, etc. et avoir vraiment le plan technique de vos développements. Et c'est ça qui va vous permettre de récupérer vos fonds. On peut et il faut également spécifier et être très clair sur le type de développeur dont on a besoin. Parce qu'en fonction des projets, on va avoir des types de besoins et des types de ressources. Enfin, les ressources seront totalement différentes. Et c'est une très mauvaise idée de juste demander à un copain développeur parce que lui va être dans son domaine. Peut-être qu'il travaille pour des grandes entreprises, peut-être qu'il travaille pour tel ou tel dans la sécurité, dans le réseau, etc. Et il va vous fournir un conseil par rapport à son expérience et ce qu'il aura vu. Sauf qu'il y a des centaines, voire peut-être même des milliers de technologies et des chemins possibles. Et si ce n'est pas quelqu'un qui est passé par plein de startups, généralement, son conseil sera biaisé par rapport à son expérience. Et donc, il faudra évidemment pour valider cette phase de roadmap, valider avec quel prestataire, développeur ou équipe on travaille pour savoir où est-ce que l'argent va être investi quand vous allez le présenter à votre banque ou à vos investisseurs. Voilà, ça c'est typiquement ce qui est nécessaire d'avoir avant de lancer les développements pour être sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction. Est-ce que par rapport à cette première phase, vous avez des questions? On peut peut-être faire un petit échange. Tac, tac, Pas dans tac. le chat, n'hésitez pas à rallumer aussi vos micros. On peut se faire un petit thé, le temps que je bois quelques gorgées de thé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà par cœur? Il y a une question de Fongang Bertrand qui nous demande: «Je me demande jusqu'où je vais aller sans cofondateur». Est-ce que c'est une question à laquelle on va répondre dans ce webinaire? Je vais y répondre. Je vais y répondre comment, mais je peux vous dire qu'on peut aller loin. Typiquement, alors si je prends un exemple, par exemple, j'ai une startup actuellement qui est très tech puisqu'elle est dans la réalité virtuelle, et ça fait 3 ans qu'elle n'a pas de CTO. Elle a tenté d'en recruter plusieurs, et ils n'ont pas réussi. Alors, bon, je suis peut-être un peu biaisé, mais c'est une startup avec qui je travaille, et ça se passe extrêmement bien. Ils ont une équipe de 5 ingénieurs. Il n'y a toujours pas de CTO, et ça continue de développer. Ils sont passés récemment sur BFM, etc. Donc, on peut aller loin. On peut aller loin. C'est pas confortable, parce que, évidemment, c'est plus pertinent d'avoir quelqu'un qui a le niveau management et le niveau technique pour piloter les équipes. Mais trouver la perle rare, c'est extrêmement compliqué, particulièrement aujourd'hui. C'est un mouton à 5 pattes, et la personne qui a vraiment les compétences en de CTO pour des startups, ce qui n'est pas du tout la même chose que quand on travaille dans des grands comptes, c'est vraiment très, très compliqué à trouver. Et donc, vous avez, pour moi, de mon point de vue, plus de chances à avancer, à chercher à avancer sans CTO plus qu'à chercher à attendre votre CTO parfait parce que sinon vous avancerez. On a une question de Valentin également. Est-ce que c'est à cette phase que l'on recherche le MVP? Si oui, l'utilise-t-on pour vendre notre projet pour la recherche d'investisseurs personnels? Alors la notion de MVP, elle est très flexible d'un projet à l'autre, et en fonction des ressources. Typiquement, je vais prendre 2 cas, 2 exemples. Un serial entrepreneur qui a déjà monté plein de startups et le primo, entrepreneur, celui qui lance sa première startup. Pour le serial entrepreneur, peut-être qu'il va facilement réunir une centaine de milliers d'euros et pour lui, son MVP sera déjà quelque chose de super affiné parce qu'il connaîtra vraiment les dangers, il sait les risques qu'il prend, il les prendra en conscience et il a aussi une approche avant d'analyse qui est beaucoup plus poussée, qui fait il a moins de chances de se planter. Celui qui se lance pour la première fois, il a plus de chances de se planter par définition, et donc du coup, il est beaucoup mieux de lancer un MVP qui sera extrêmement léger. Donc oui, c'est à la phase entre la phase d'idération et de roadmap, typiquement le MVP, c'est ce qui va permettre de passer phase d'idération et de roadmap, qu'on va lancer le produit minimum viable. Mais encore une fois, produit minimum viable va avoir une définition qui va être flexible en fonction des moyens des projets. Certains lancent un MVP pour quasiment zéro, juste un abonnement avec une landing page. Et la landing page et des groupes sur les réseaux sociaux peuvent prouver l'attraction et peuvent faire office de MVP. Peut-être que vous allez faire le service manuellement, vendre par email, etc. Et ça peut être un MVP. Il y a beaucoup de MVP qui sont offline. Pour quelqu'un qui est un serial entrepreneur qui a déjà monté 10 startups, le MVP, ça sera quasiment, c'est ce que moi je mets à la phase roadmap, un produit déjà un petit peu sympa, avec un petit peu de design, avec un petit branding un petit peu léché. Et voilà, on n'est pas à la même phase. Donc,
tout va dépendre finalement de la certitude que vous avez dans le lancement de votre projet. Et quand je dis une certitude, ce n'est pas simplement votre conviction, c'est la certitude par rapport à vos compétences et votre expérience en tant que fondateur et donc, du coup, les facteurs de chance que vous avez de réussite. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question sur le MVP. Est-ce que nous avons d'autres questions avant qu'on avance sur la deuxième partie? J'ai juste une autre question, si vous Allez-y. permettez. Oui, bien sûr. Alors, quand vous parlez de MVP et puis de l'attraction, Mhm. ma question c'est de savoir, on peut vérifier l'attraction. C'est pas forcément de l'acquisition, hein. On peut Euh, vérifier l'intérêt, je ne sais pas c'est deux si je choses me fais différentes. comprendre. C'est deux choses différentes. L'acquisition, il faut savoir le faire. C'est un métier. C'est de la communication, c'est du ciblage, etc. Et la traction, c'est par rapport à votre concept. C'est quand vous allez présenter votre concept, quels sont les taux de conversion que vous allez avoir sur votre landing page, etc. Et ça, c'est plus que de l'acquisition. C'est vraiment savoir, oui, si oui ou non votre concept, à un moment donné, va faire mouche. C'est la prévente. Ça peut être signer avec des personnes, ça dépend de votre concept, si vous êtes en B2B, B2C, etc. C'est vraiment valider le besoin du marché, en fait. Alors, c'est valider le besoin du marché. Ouais. D'une part, certains me diront peut-être qu'il faudra enfin, il faudra des gens qui prépayent, par exemple. Exactement, c'est le meilleur moyen de valider l'attraction. Voilà. Après, est-ce que si on arrive à vendre le concept, même si on ne peut pas, au stade du développement, faire prépayer, est-ce que c'est quand même une validation de marché? Je ne sais pas si vous avez compris. Je peux vous demander de reposer la question? Je vais vous donner un exemple, si je peux me permettre. Par exemple, Oui. il y a une boîte qui s'appelle Chilloway, dont on parle pas mal en ce moment, qui est sur des concepts de newsletter pour faire sortir les urbains de leurs appartements avec des sorties nature. Ils ont eu, je crois, plus de 10 000 utilisateurs qui se sont abonnés à leur newsletter en un seul mois, en fait. Et c'est ça qui a validé finalement qui a été leur preuve de concept et leur preuve de faisabilité. C'est autant de gens qui se sont inscrits et en effet vraiment boule de neige. Et directement après, ils ont eu une proposition de partenariat avec une marque qui était, je crois, à l'époque La Fuma. Pourtant, ils n'avaient rien vendu à ce stade et les newsletters étaient gratuites. Aujourd'hui, le modèle est un petit peu différent puisqu'ils nous font faire de la monétisation du contenu qu'ils proposent et des logiques de sponsoring aussi avec des partenaires qualifiés. Mais il n'y a pas besoin de signer en fait des contrats, de pré-signer pour valider un besoin marché. Ok, alors c'était ça ma préoccupation. Parce que en fonction de si on doit faire signer des contrats ou payer un service, ça peut vite compliquer le cahier de charge de MVP, par exemple. Absolument. Après, il y aura toujours effectivement des gens qui disent oui, oui, je suis prêt à payer, qui ne payeront jamais. Voilà, et puis qui paieront jamais. Après, on Pas peut le imaginer un pourcentage, taux de conversion. exactement. Ce sera le pourcentage en fait de churn, de gens qui vont lâcher avant que le produit soit payant en fait. Ok, parfait, En fait, super. si on se met du côté de l'investisseur, lui, ce qu'il cherche, c'est le potentiel. Le potentiel d'avoir un retour sur son investissement. Le potentiel peut être prouvé de différentes manières. En effet, une mailing list avec 10 000 personnes qui sont intéressées, qui ont été attirées en moins d'un mois, c'est une preuve comme quoi l'équipe est capable d'attirer un gros trafic, parce que si en un mois, elles en ont eu 10 000 et que si on leur donne une année, où est-ce qu'ils en seront? Certainement à de beaux chiffres. Et c'est aussi 10 000 personnes sur lesquelles on peut déjà travailler, à qui on peut déjà certainement vendre quelque chose. Et il y Donc, a c'est du potentiel. Donc, il y a deux autres logiques aussi, c'est-à-dire que aux investisseurs, tu vas leur dire, OK, avec 10 euros, j'ai été capable d'attirer tant de personnes. Maintenant, si tu nous mets 500 000 euros sur la table, imagine le facteur de croissance. Ça, c'est la première Certainement. chose. Et il faut bien garder en tête aussi qu'il y a des licornes aujourd'hui présentes sur le marché français, Uber en est une, qui ne sont toujours pas rentables. Pourtant, ce sont des boîtes qui ont levé des millions. Effectivement, oui. allez, je vous Effectivement. propose d'avancer à la deuxième partie pour être sûr de rester dans le timing. Comment maîtriser et finalement comment comprendre la relation entre développeurs et fondateurs? Alors, on est parti. Comment maîtriser cette relation? Alors, pour démarrer et illustrer finalement mes propos, je vais parler d'un projet que j'ai accompagné il y a quelque temps, qui s'appelle Prime Target. Alors, Tatiana est la fondatrice de Prime Target. C'est une plateforme SaaS qui permet d'évaluer le potentiel d'un
produit potentiel d'un marché sur le marché international. Et ça utilise des statistiques et beaucoup de statistiques open data et même payantes. Et ça fait des recherches. Il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui analyse toutes ces données-là, les données comportementales, culturelles, etc., de chaque pays, et qui va vous dire, par rapport à votre idée, par rapport à votre projet, dans quel pays vous avez le plus de chances de réussir. Alors, ce projet-là, qui est particulièrement innovant, est un projet donc Tatiana est venue me rencontrer en 2018. Elle avait trouvé justement un cofondateur, un potentiel cofondateur qu'elle avait rencontré, un ingénieur en intelligence artificielle qui a bien adhéré au projet et qui a travaillé pour développer cet algorithme. Alors, il a commencé à travailler sur l'algorithme. Ils ont posé un premier budget. Le budget était de 8 000 €. Et il a travaillé sur cet algorithme-là. Et au fur et à mesure, des mois se sont passés. Et au bout de quelques mois, Tatiana elle revient le voir et dit: «OK, qu'est-ce que j'ai?» Et donc la réponse a été: «Bah, regarde, j'ai un algorithme, je commence à identifier, mais je n'ai pas tout à fait fini. Et puis là, ça fait vraiment beaucoup de temps que j'y passe dessus. Il va falloir mettre un peu plus, etc.» Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tatiana a mis 8 000 € dans un algorithme qui n'était pas finalisé, qui n'était pas opérationnel, qui se basait sur des données qui étaient qui étaient même pas réelles et qui n'a pas été possible d'utiliser du tout. C'est même le pire, c'est que ce développeur-là n'a même pas voulu fournir, parce qu'il n'a pas eu l'extension de budget qu'il voulait, il n'a même pas voulu fournir les codes sources de ce qu'il a réalisé pour ces 8 000 €. Alors, comment est-ce que c'est possible d'avoir ce type d'histoire? Alors la première chose, c'est de savoir que c'est déjà fréquent, encore une fois. J'en ai vu des douzaines et des douzaines de cas comme celui-ci où finalement le fondateur, comme celui de précédemment sur le health tech, sur la startup sur la santé, où il y a des conflits entre les fondateurs. Et Je peux le ajouter sujet juste principal, une petite information aussi pour que vous ayez tous tout en tête. C'est pas parce que, et tu vas le dire, je pense, la relation et la compréhension entre le fondateur et le prestataire est mauvaise qu'en plus le CTO est forcément mauvais ou le technique est forcément mauvais. Parce que pour la petite histoire, cette personne-là qui a accompagné à l'époque Tatiana de Prime Target, avec sa propre startup, vient de lever plus de 1,5 million. Ce n'est pas une question de compétence souvent. c'est une question d'adéquation entre le besoin et la compétence. C'est vraiment ça. Et, et donc du coup, la problématique principale, la source principale de conflit, c'est les codes sources, en fait. Parce que si on n'a pas les codes sources, on est incapable de faire évoluer quelque chose qui a été réalisé. Alors, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que attendez, je perds mon voilà, notez. Ce n'est pas parce que finalement vous avez des compétences en tech que vous êtes qualifié pour être un CTO. Vous pouvez être un très, très bon ingénieur en AI et cetera, mais pas forcément avoir les compétences pour manager une équipe, avoir la vision complète du produit, avoir la compréhension du marché, la compréhension du business model, et ainsi pouvoir pousser le produit. Il y a aussi des phases de test et cetera qu'il faut avoir des compétences en DevOps, en gestion d'infrastructure, qui ne sont pas forcément les compétences que vont avoir quelqu'un d'ultra pointu, par exemple en intelligence artificielle. Alors, si jamais vous appliquez bien la méthodologie Lean Startup, vous allez justement chercher à créer un prototype qui va prouver, qui va finalement prouver votre marché, qui va prouver que vous avez quelque chose de fonctionnel. Et ce n'est pas parce que vous avez trouvé un cofondateur technique qui soit a priori adapté à votre projet, que vous allez pouvoir faire une réelle bonne association. Désolé, je me mélange un peu avec mes notes. Tout simplement parce que finalement, on l'a dit, tous les fondateurs, tous les développeurs, développeurs ou tech, profil tech, ne sont pas forcément de bons potentiels CTO. Alors, quelle est finalement la solution? Quelles sont les autres solutions? Est-ce que finalement un provider peut être votre CTO? La réponse est non. Si vous travaillez avec une agence, si vous travaillez avec une SS2I ou si vous travaillez avec même un freelance, ce freelance ne peut pas être un CTO. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas être un CTO? Parce que le but même d'un freelance, d'un prestataire, d'une agence, c'est de vendre du service.
C'est ce qui finalement sera à la fin, son objectif en fin de mois pour pouvoir payer ses équipes, pour pouvoir se payer. C'est plus il va vendre de services, plus il sera, plus il atteindra ses propres objectifs. Or, un CTO, son rôle, c'est justement de ne pas développer, c'est justement d'éviter un maximum les développements et de chercher à trouver quelle est la solution la plus efficace. Donc, le CTO et l'agence ou le CTO et les freelances ne peuvent pas être la même personne, ne peuvent pas être la même organisation parce que leurs objectifs sont radicalement opposés. Typiquement, vous vous souvenez donc des process de Lean Startup. Quand vous allez lancer votre produit, on l'a dit tout à l'heure, on va partir de l'idée. Et à partir de cette idée-là, on va la tester, poser des hypothèses et la valider au fur et à mesure. Donc, on va être dans un process de test and learn and repeat. Test and learn and repeat. On va tester, apprendre et répéter. Ou alors, il y en a certains qui disent fail cheaper, fail faster. Échouer le plus rapidement, échouer le plus rapidement possible et à moindre coût. Et cette boucle-là, il faut la mettre en place dès le début. Et ça, c'est particulièrement ce que ne savent pas faire des agences ou ce que ne savent pas faire beaucoup de prestataires, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est un cahier des charges. Ils vont respecter les bullet points du cahier des charges. Et si les choses changent au fur et à mesure, ils vont dire, non, ça, je l'ai déjà développé. Ou alors, non, ce n'est pas ce qui était convenu dans le contrat il y a 6 mois. Et du coup, on n'est pas dans un process agile et ce n'est pas adapté à une startup. Donc, attention quand vous travaillez avec des prestataires, ça va rester la solution principale de bosser avec des prestataires si vous n'avez pas d'équipe interne. Mais il faut bien s'assurer que ces prestataires sont réellement agiles et pas uniquement, ce n'est pas juste affiché sur leur site web, et qui vont être capables de réajuster tout au fur et à mesure et que vous avez réellement les purs process d'agilité, on va parler d'Agile Scrum, qui vous permettront de réajuster le tir au fur et à mesure que vous développez. Hop, j'avais mes animations. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez vous dire, OK, mais pourquoi finalement, est-ce que je n'ai pas un cofondateur technique ou peut-être que j'ai déjà un cofondateur technique? Peut-être que vous avez déjà identifié un développeur qui sait comment créer cette solution et avec laquelle vous allez pouvoir vous associer. Alors, si c'est le cas, c'est top, mais attention, parce que ce n'est pas parce que vous avez rencontré la bonne personne que tout va se passer comme prévu. Voici le plan classique d'association entre un fondateur non technique et un fondateur technique. Le plan, c'est on décide de s'associer, on pose un plan, peut-être qu'il n'est pas associé tout de suite, etc. On va voir. On développe le produit, on vend le produit et tout le monde rentre en tant que salarié dans la société et on continue de grossir. Ça, c'est généralement le plan. Qu'est-ce qui se passe? En général, les ventes sont beaucoup plus lentes que prévu parce que comme on est une startup, on est sur une approche innovante. Du coup, on fait que tester, que voir ce qui fonctionne et ce qui surtout ne fonctionne pas. Et à chaque fois qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça nous réajuste vers ce qui pourrait potentiellement fonctionner. On teste des hypothèses. Le développement du produit, finalement, n'est jamais fini parce qu'on est dans une approche lean, donc il y a toujours des choses qu'il faut rajouter. Les clients, la plupart du temps, sont prêts à payer, mais pour des fonctionnalités un petit peu plus complémentaires ou un petit peu plus avancées ou un petit peu plus poussées. Et malheureusement, dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? À moins que votre développeur soit riche, peut-être juste bouddhiste ou simplement fou, ou qu'il a il n'a pas de contraintes personnelles, généralement, ces contraintes perso ou financières vont faire qu'à un moment donné, il va s'arrêter et il va abandonner. Et c'est à ce moment-là qu'il y a plusieurs scénarios possibles et que le scénario de conflit arrive fréquemment. Alors, une fois de plus, ne développez pas pendant des mois et des mois sans tester. Le fondateur de LinkedIn, il a toujours dit, si vous n'êtes pas embarrassé, si vous ne réussissez pas avec votre premier produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Donc, lancez pas de suite de gros développements, vraiment avancez petit pas par petit pas. Alors, finalement, qu'est-ce qui pourrait vous amener vers ce type de scénario et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est si compliqué? C'est tout simplement parce qu'on a 2 points de vue différents. Alors, voici les 2 points de vue d'un développeur et d'un fondateur non technique. C'est juste une question de perspective. Qu'est-ce que ça veut dire finalement de faire du bon boulot pour un développeur? Pour un développeur, faire du bon boulot, c'est créer un produit qui est fiable, qui est bien documenté et surtout
qui est intéressant à construire. Parce qu'un développeur, c'est quelqu'un qui est passionné et qui ne va pas avoir envie de s'ennuyer avec des trucs qui sont trop simples. Et demandez à un développeur de faire une landing page sur Wix ou je sais pas, WordPress, etc. Pour beaucoup, ils vont vous dire non, mais attends, je n'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça. Donc, pour un développeur, quelque chose d'intéressant, c'est aussi quelque chose de complexe. Et il sera d'une certaine manière biaisé et attiré par la complexité. Il va voir l'ambition va le faire rêver et il va vraiment vouloir aller vers la complexité. Maintenant, pour un fondateur, pour un CEO, qu'est-ce que ça veut dire faire du bon boulot? Faire du bon boulot, c'est tout simplement avoir un outil qui nous permet de créer de l'argent, de créer un business, de valider un concept, de valider un business model. Mais c'est aussi un outil qui va permettre de comprendre nos clients. Ce n'est pas grave finalement si cet outil-là, on le met à la poubelle. Si ça permet d'éliminer les mauvaises hypothèses, c'est pas grave, on avance et on sait ce qui va pouvoir fonctionner sur le prochain coup. Donc les perspectives sont complètement différentes et ces perspectives-là ont nécessairement besoin d'être bien compris de la part des deux parties. Alors, la solution finalement à ce problème, c'est quoi? C'est d'avoir une espèce de traducteur entre le tech et le fondateur, qui est justement un rôle qui est officiel dans n'importe quelle grande organisation. On a ce rôle-là, c'est le rôle du product manager, le directeur produit. Et c'est lui qui va faire le lien entre les besoins du marché et les solutions possibles techniquement, et qui va contenir l'équipe tech, parce que généralement, le product manager, il a une culture tech qui va permettre de dire aux développeurs: oh là, oh là, oh là, oh là, on calme le jeu, on ne va pas aller de suite dans l'algorithme AI, etc., ultra poussé, mais à la place, on va plutôt faire quelque chose de plus simple, juste pour tester, puis on verra plus tard pour la partie plus poussée. Alors, dans cette relation entre fondateur non tech et l'équipe technique, quelles sont finalement les solutions pour que ça fonctionne? Il est possible que vous puissiez trouver évidemment votre cofondateur technique et sincèrement, c'est tout ce que je vous souhaite. Et donc du coup, peut-être que vous avez déjà cette personne-là. Sachez que si vous êtes en passe pour vous associer avec quelqu'un, commencez d'abord par travailler dans un mode de service. Commencez d'abord et ne donnez pas de suite de l'equity, donnez pas de suite des parts de votre société avec quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. C'est beaucoup trop risqué. Une relation entre cofondateurs doit être construite sur des années, réellement. C'est un vrai challenge de lancer une startup et ce n'est pas un contexte qui est favorable pour créer et établir une nouvelle relation avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ce serait comme, si je faisais la comparaison, ça serait comme avoir un enfant avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer hier soir. Ce n'est pas la bonne idée et il y a peu de chances que ça fonctionne sur du long terme. Alors, c'est exactement la même chose avec les agences qui, à un moment donné, peuvent vous proposer de l'IT for equity. C'est quelque chose qui est un peu tendance en ce moment. C'est un positionnement, en tout cas, que pas mal d'agences essaient d'avoir. Ils proposent de prendre des parts 10, 20, 30% de votre entreprise contre développer votre produit. Alors, ça a des avantages. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'investir de suite, mais ça a aussi des inconvénients. Alors, où est-ce qu'il est finalement le catch? Où est-ce que c'est où est le piège dans ce type de relation? Eh ben, cette relation, c'est une relation qui va être comme une chaîne entre vous et cette agence. Parce que typiquement, même si au début, ça ne va rien vous coûter, au fur et à mesure que vous allez avoir de l'attraction, les développements, les évolutions, il va falloir les financer parce que l'agence ne va pas payer à vitam aeternam pour les développements. Donc, ils vont peut-être allouer un budget de 10, peut-être 20 000 € par exemple, pour amorcer ces trucs et après, ils vont vouloir se faire payer pour les futurs développements. Et c'est là où vous allez être dépendant d'une autre société, vous n'allez pas avoir la vélocité, donc l'efficacité ou la disponibilité des équipes au moment où vous en aurez besoin. Vous n'aurez pas la liberté non plus de faire venir d'autres personnes parce que il va falloir, c'est une question aussi de compétences, de connaissance de l'infrastructure, peut-être d'un stack ou de langage qui sont utilisés dans cette société que vous n'allez pas maîtriser, qui ne vont peut-être pas forcément vouloir vous donner. Et le moindre petit changement dans l'application, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la relation, ils vont chercher à vous facturer et à facturer la startup pour ces petits changements-là. Et le point, je pense, le plus important à savoir,
c'est que les agences qui proposent ce genre de deal, pourquoi est-ce qu'ils le proposent? C'est parce qu'ils ont déjà une certaine expertise et un certain framework, un certain stack sur lequel ils peuvent se baser. Et ce stack-là, la plupart du temps, alors quand je dis stack, hein, c'est en fait une couche logicielle sur laquelle ils peuvent établir créer l'application. Ça a lagué. Vous avez tous entendu Amaury? Parce que de mon côté, ça a complètement lagué. Non, je pense que c'est chez toi du coup. Ok, ça marche. Ouais, Ouais, on entend bien, oui. Quand même. Du coup, les agences donc, ont l'habitude de réutiliser les codes sources. Alors, comment faire dans ces cas-là? Tac, 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 j'ai perdu mes notes. OK. Donc le pire, c'est que vous allez être donc enchaîné avec cette agence-là et la seule solution que vous pourriez avoir s'ils sont pas prêts à vous donner les codes sources, ça sera de redévelopper totalement la solution. Donc si jamais vous avez ce genre de deal ou on vous propose ce genre de deal, il est essentiel dès le départ de discuter et de parler de la propriété des codes sources pour continuer à faire évoluer votre solution en interne et ne pas être dépendant de qui que ce soit. Vraiment, la liberté est quelque chose d'essentiel quand on est une startup. Donc, si maintenant on essaie de faire un peu le bilan de toutes les options que l'on a de possibles au démarrage pour lancer une startup, l'option la plus pertinente, c'est donc se baser sur du no-code pour tester son marché, peut-être même pas faire de code du tout et faire de la vente par email ou avoir des choses très très simples ou offline et de commencer à travailler avec certaines personnes, peu importe, des freelances, des agences, etc., en mode service. Peut-être que vous allez pouvoir vous associer avec ces personnes-là, mais vous avez nécessairement besoin de travailler 6 mois, 1 an avec ces personnes pour voir si oui ou non vous êtes compatibles. Et vous savez, on apprend à connaître les personnes réellement quand quand on est en difficulté. Et c'est la même chose dans un couple d'ailleurs, hein. On apprend à comprendre les personnes avec qui on vit quand on a des difficultés au quotidien, quand il y a des désaccords. C'est à ce moment-là qu'on apprend vraiment à savoir avec qui on s'associe. Et donc, si vous voulez vous associer, vous devez passer par ces phases de difficulté avant de signer et d'avancer. Voilà, donc pour synthétiser cette deuxième partie, démarrer la relation entre développeur et provider en mode service. Ne partez pas de suite en mode equity, en mode partage de parts sociales de la société. Gardez au maximum vos investissements et avancez uniquement avec un tout petit prototype, idéalement en mode no-code, avec quelques milliers d'euros, avec un freelance par exemple, pour juste prouver que vous avez une preuve de marché. Et seulement à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir faire la phase de roadmap et faire vos vrais investissements. Alors peut-être que vous avez plusieurs questions maintenant, car typiquement, comment est-ce qu'on construit un prototype? Comment est-ce qu'on lève des fonds sans CTO? Etc. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va aborder dans la deuxième partie, la troisième partie de cette présentation. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur les relations entre développeurs et fondateurs? Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres possibilités qu'on vous a déjà proposées? Alors moi, j'ai eu accompagné des startups pour lesquelles les freelances avaient proposé aux fondateurs de se rémunérer sur les revenus de l'application une fois qu'elle serait lancée, par exemple. Quelque chose que tu n'as pas évoqué. Est-ce qu'on peut peut-être en parler 5 minutes? Et les autres, est-ce que vous avez des questions? Alors, sur ce cas-là, la liaison est toujours la même. La technologie appartiendra au prestataire. Donc, il n'y a pas de startup au final, puisque c'est un deal, c'est un partenariat avec un prestataire. Et ça peut servir de test, de phase de test, mais il faut absolument avoir la maîtrise de la techno en interne. Tout ce qui doit être développé pour une startup doit appartenir à la startup. Les codes sources, dès le premier jour, doivent appartenir à la startup et non pas aux développeurs, même aux cofondateurs qui lancent le projet. C'est quelque chose qui sera d'ailleurs vérifié et checké par les investisseurs lors de l'audit. Absolument. Tout ce qui est propriété du code source et propriété des brevets, etc. Et c'est fréquemment ce qu'on me demande de faire. Je fais fréquemment des audits techniques, infra et code source, pour valider les due diligence, etc., pour s'assurer que le projet a de bonnes fondations. Valentin demande, est-ce qu'il y a des signes visibles pour détecter la fausse relation de confiance ou des signes d'une mauvaise relation? Alors, il y a vraiment deux choses. Il y a deux choses. Alors, je vais en parler un petit peu. Je vais en parler un petit peu dans cette troisième partie.
la relation humaine peut être excellente. J'ai vraiment des projets où il y avait une super confiance, un fit parfait entre l'agence et le fondateur. Et en fait, les agences, si jamais il y a un moment un conflit qui naît, ce n'est pas de la faute des agences, ce n'est pas de la faute du fondateur, c'est un peu des deux. Euh, c'est vraiment parce que euh, c'est pas, en fait, c'est malgré eux, l'agence ont dirigé le fondateur dans une direction qui n'avait pas d'issue. Et ils ne le savaient pas. Donc, c'est souvent un manque de compétences générales, non pas des compétences techniques, mais des compétences de project management, de product management, qui sont manquantes dans l'agence ou dans le prestataire. Et c'est ça qui peut amener à la mauvaise, à une mauvaise fin. Donc, s'il y a des mauvais signes, les mauvais signes, c'est si jamais c'est un peu bordélique dans la gestion de projet au quotidien, si vous n'êtes pas forcément d'accord sur quelle fonctionnalité mettre en premier, si vous ne présentez pas de manière très régulière les avancements. Ça, c'est essentiel. C'est un signe essentiel de mauvais fonctionnement. Si vous n'avez pas de nouvelles pendant 3 semaines, un mois, c'est très mauvais signe. Il faut absolument que vous ayez au fur et à mesure des nouvelles, au fur et à mesure que ça avance, qui vous mettent des démonstrations, qui vous mettent un environnement de test pour que vous puissiez voir les développements en cours, que vous puissiez réajuster le tir au fur et à mesure du projet. Ça, c'est vraiment un élément, l'élément le plus essentiel. Si vous n'avez pas accès au code source aussi, ça peut être un mauvais signe. Pas forcément qu'ils sont de mauvaise foi ou quoi que ce soit, mais c'est que si jamais il y a un conflit, vous n'avez pas protégé vos arrières. Donc, il est essentiel que vous ayez accès au code source et donc d'utiliser un dépôt de code source qui vous appartienne. J'invite particulièrement à créer un compte sur Bitbucket, par exemple, où vous demanderez à votre prestataire de mettre les codes sources au quotidien et non pas une fois que l'ensemble du deal aura été payé, mais c'est vraiment au fur et à mesure que les développeurs doivent poser leur code source. Voilà les signes qui me viennent en tête, comme ça. On avance sur la troisième partie. Il n'y a pas d'autres questions? Avec plaisir. Allez, allons-y. Alors, de quoi avez-vous besoin? Comment faire finalement pour réaliser et avancer avec un projet quand on n'a pas de cofondateur technique? Alors, il est prouvé qu'une startup sans cofondateur technique a beaucoup moins de chances de succès que les autres. C'est un fait. Et ça, il ne faut absolument pas l'ignorer. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que finalement, le succès dépend sur 2 choses. Première chose, est-ce que vous savez définir quoi faire et ce dont vous avez besoin? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes capable de le réaliser? Évidemment, on peut embaucher quelqu'un pour faire quelque chose, mais le premier point, définir quoi faire, est vraiment le point le plus stratégique et le plus difficile. Alors, quand il s'agit d'une startup tech qui n'a pas encore de CTO, justement, le rôle du CTO est essentiel et a besoin d'être contrebalancé. Que ce soit aujourd'hui avec un vrai CTO ou un peu plus tard, ou avec des services additionnels, ou un peu plus tard, au moment où vous allez peut-être accélérer. Donc, le rôle du CTO, peu importe finalement l'infrastructure, sera toujours l'infrastructure, la phase de l'entreprise sera à peu près toujours le même, si ce n'est qu'après, il va être de plus en plus spécialisé. Mais dans une phase early stage, le CTO tel que vous pouvez l'imaginer va avoir en réalité 4 rôles. Le premier rôle, on en a déjà parlé, c'est le rôle de product manager. Parce que rares sont les fondateurs qui ont cette casquette, qui ont déjà cette compétence de product management, qui ont la capacité d'évaluer le coût des développements, d'identifier vraiment comment le faire, etc. Et d'avoir cette compréhension marché, de créer un produit qui collera réellement aux besoins. La deuxième casquette qu'aura souvent le CTO, c'est d'expert technique. On attend du CTO en phase early stage qu'il soit capable de coder. On attend qu'il soit capable de monter l'infrastructure sur Amazon Web Services, sur Google Cloud, etc. On attend qu'il soit l'expert de cette solution. Le troisième rôle du CTO, ça sera aussi d'être un bon manager. On attend que ce soit un bon manager IT qui soit capable de manager les équipes. Et le quatrième rôle, qui est beaucoup moins connu, mais pour moi qui est essentiel,
c'est que finalement, un des rôles du CTO en phase d'amorçage, c'est d'être un innovateur. C'est de penser out of the box. C'est d'être capable d'aller chercher les solutions là où les autres n'ont peut-être pas encore vu de solutions. Alors, je vais les développer un petit peu plus en commençant par le rôle du product manager. Le product manager, sa casquette et ses tâches au quotidien vont être de prioriser les fonctionnalités, compiler, on l'a dit tout à l'heure, les coûts des développements, créer ce qu'on appelle la roadmap, manager le développement du produit au quotidien et présenter les futures versions. Et ça va même aller jusqu'à faire la documentation publique, annoncer la documentation, annoncer ce que va faire la fonctionnalité, etc. Et avoir un côté un peu marketing opérationnel, faire peut-être des tutoriels sur comment utiliser la solution, etc. etc. En gros, le rôle du product manager va être là pour éviter de sauter la tête la première à investir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sur un produit sans savoir si il va être réellement utile pour l'utilisateur. Alors, quand il s'agit de lever des fonds, c'est aussi le rôle qui va être essentiel pour prouver à vos investisseurs que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire. Vous allez avoir beaucoup de mal à lever des fonds et d'avoir juste des slides de concept si vous n'avez pas un plan exact de comment vous allez monter votre projet, globalement de votre roadmap, la technologie, les ressources, on en a déjà un petit peu parlé, et les types de compétences dont vous allez avoir besoin. Et malheureusement, la plupart des fondateurs qui n'ont pas de cofondateur technique, c'est là où ils atteignent leurs limites et où ils se font piéger lorsqu'ils sont en train de pitcher à des investisseurs. C'est que l'investisseur peuvent avoir peut-être un advisor tech ou peuvent être même des investisseurs tech et leur dire: OK, mais si vous n'avez pas de cofondateur technique, comment vous allez faire? Comment vous savez typiquement si votre prestataire va aller faire les choses correctement? Quel type de techno? Combien ça va vous coûter? Et ils vont être capables, en fonction des réponses que vous allez apporter, d'évaluer si oui ou non vous maîtrisez votre sujet. Les investisseurs, de toute façon, prendront leurs décisions par rapport au potentiel de votre projet et donc de savoir si oui ou non l'argent qu'ils vont mettre chez vous sera bien investi et pourra avoir un réel retour sur investissement. Donc clairement, d'avoir une roadmap claire. Alors une roadmap claire, ça ressemble à quoi? Ça peut ressembler à ceci, plusieurs phases. Souvent, j'invite sur une roadmap à montrer une phase V0 où on a pu montrer notre MVP ou la preuve de concept ou la mailing list de 10 000 personnes comme on en a parlé tout à l'heure. Juste quelque chose qui prouve comme quoi on ne part pas de rien. Et ensuite, montrer quelles sont les phases suivantes. Encore une fois, dans les phases suivantes, juste des bullet points peuvent suffire sur les phases 2, les versions 2, version 3, version 4, version 5. C'est une idée de là où on va aller. Évidemment, ça sera revu et adapté au fur et à mesure des hypothèses que vous pourrez tester avec votre prochaine version. Là où vous allez devoir être détaillé, c'est sur la version 1. Il faut être un minimum explicite sur ce que vous voulez développer sur cette prochaine version. Et donc, quand on développe un petit peu la présentation d'une roadmap, il faut que ça comprenne globalement ces informations-là, à savoir comment fonctionne globalement votre concept, quels sont finalement quel est le positionnement clé, pourquoi le one sentence speech, en une seule phrase, vous pouvez dire voilà pourquoi ça va fonctionner et qu'est-ce qui est innovant. La secret sauce, d'une certaine manière, le fait de dire tiens, on a telle technologie ou telle approche qui n'a pas été faite jusqu'à présent ou qui nous différencie de la concurrence. Et après, un côté vraiment opérationnel. Par exemple, des écrans, ça peut être des écrans de ce à quoi va ressembler votre application, votre roadmap, donc on l'a montré, et quel est le focus version par version. Il faut à chaque fois avoir un objectif sur chaque version. L'objectif, c'est de dire là, on ajoute telle fonctionnalité, là, on ajoute telle fonctionnalité, et l'objectif, il va être fonctionnel. On aura un produit qui va permettre de faire ça, mais aussi KPI. À la fin de chaque version, voici les KPI que l'on veut atteindre. Et ça va vous permettre de tisser une relation avec vos investisseurs ou potentiels investisseurs en disant dans 6 mois, nous en serons là et on aura atteint tel KPI. Quand vous reviendrez les voir dans 6 mois et que leur dire oh, vous vous souvenez, je vous avais annoncé ça, on y est ou on y est presque. Maintenant, voici les prochaines phases et voici les besoins dont on a besoin. Le côté vraiment cible et milestone est essentiel quand on veut pitcher, quand on veut présenter notre projet à des investisseurs. Et évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une version détaillée du cahier des charges de ce que vous allez développer dans la prochaine version et uniquement la prochaine version. Et je complète cette présentation de roadmap, évidemment par la partie financière qui est essentielle. Qu'est-ce que ça va coûter et combien ça coûte de développer votre produit?
chaque version par chaque version. Évidemment, les versions 2, 3 et 4 seront souvent un peu plus à la louche, mais la version 1 à minima doit être précise, où on doit lister fonctionnalité par fonctionnalité ce que vous avez intégré, le coût de chaque fonctionnalité et avoir un tableau dans l'autre sens également qui va pouvoir vous dire quels sont les types de ressources dont vous avez besoin pour développer votre prochaine fonctionnalité. Alors typiquement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé justement un template qui permet ce genre de présentation et de calculer automatiquement en fonction des fonctionnalités, quel type de ressources on a besoin. Tiens, pour la fonctionnalité, je sais pas, page d'accueil, par exemple, on va avoir besoin de 0,2 jours de designer, 3 jours, par exemple, de front-end, 1 jour du back-end, etc. Et au fur et à mesure, il va compiler les coûts sur l'ensemble du projet. Donc, il faut avoir ce type de template pour pouvoir compiler ces coûts et savoir de quoi on parle. Voilà, alors, vous savez, vous n'avez pas forcément besoin d'ailleurs, en parlant d'évaluation de ces coûts-là, de compétences techniques pour évaluer combien ça coûte. Il y a des règles. J'en ai une, par exemple, que je communique souvent. C'est quand on est sur des vrais développements, globalement, un écran coûte à peu près 1 000 € sur un développement d'application. C'est à plus ou moins adapté en fonction des algorithmes que vous avez besoin de créer, etc. Mais si vous voulez faire une application métier, hein, une vraie application qui ne soit pas du no-code, mais vraiment une application un petit peu avec un standard un peu sympa, qui aura une quinzaine d'écrans, bah, globalement, vous avez un budget de 15 000 €. Ça sera souvent le budget pour faire travailler une agence dessus. Alors, le point, ce qui est vraiment important, c'est finalement sur les autres, enfin, c'est donc déjà comprendre que ce rôle de product manager, vous, en tant que CEO, vous pouvez monter en compétence dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est inatteignable. Ce n'est pas comme apprendre à coder. Vous pouvez apprendre à devenir un bon product manager et j'ai presque envie de dire, ça sera essentiel pour votre projet. Maintenant, on va avancer sur la deuxième partie, le deuxième rôle du CTO, qui est l'expert technique. Alors, vous savez que, en tant que peut-être qu'expert technique, vous savez peut-être que, enfin, vous n'êtes pas expert technique, mais vous devez peut-être savoir qu'il y a des douzaines de langages qui existent. Il y a des milliers de frameworks qui existent pour développer une application et il y a des millions de services d'API et même de solutions existantes, open source, etc. Un bon développeur va être quelqu'un qui va être spécialisé, généralement sur un, voire deux langages. Si c'est quelqu'un qui fait du full stack, il aura souvent un ou deux langages sur lesquels il sera compétent. Mais avec l'expérience, finalement, un bon développeur va être capable de développer de plus en plus vite, mais de plus en plus vite sur ses langages de prédilection. Et il ne va pas forcément savoir ce qui se fait en dehors. Donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un, il va juste, son premier réflexe, ça sera de vous impressionner par son savoir-faire, par sa vitesse d'exécution, et il va vous montrer très rapidement qu'il est capable de créer un prototype, une application, etc., juste pour à un moment donné avoir le deal avec vous et un peu vous épater. Le secret que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que finalement, les développeurs n'ont absolument aucune idée s'ils sont bons ou pas. Alors pourquoi? Je vais vous présenter les choses de cette manière-là. Si vous êtes développeur, si on est développeur, que l'on veut créer quelque chose, quel est le réflexe classique? On fait Google, si on ne sait pas encore comment faire, on cherche comment développer tel truc, on va tomber sur un tutoriel, on va généralement suivre le tutoriel, généralement, si le tutoriel est bien fait, ça marche, et on va pouvoir dire « Ah, je sais faire telle ou telle chose ». Et c'est souvent ce que font beaucoup de développeurs, même s'ils ne savent pas forcément faire, ils vont dire « Je trouverai la solution ». Sauf que, finalement, ça amène un développeur à avoir un super ego parce qu'il sait qu'il ne peut pas échouer. Il sait que peu importe le challenge que vous allez lui donner, il vous dit « Mais oui, je peux chercher, je peux trouver, je peux le faire ». Et il va trouver une solution à un moment donné pour réaliser. Mais la problématique, c'est que quel langage ou quel tutoriel il va utiliser? Quel langage va-t-il être utilisé pour ce tutoriel? Peut-être qu'il y a des tutoriels qui sont complètement inutiles et il y en a beaucoup, ou des tutoriels qui vont dater d'il y a quelques années, qui vont utiliser un langage qui n'est plus du tout en adéquation avec ce que vous devriez utiliser. Le framework ne sera peut-être pas efficace, ça va coûter plus cher, beaucoup plus cher que ce que l'on devrait faire, et peut-être que finalement, une solution no-code avec 1 000 € de budget aurait pu faire exactement la même chose et ne pas investir 30 000 €. C'est pour ça que finalement, je vous dis qu'un développeur ne sait pas la plupart du temps s'il est bon ou pas et si la solution qu'il vous apporte est la bonne, parce qu'il n'a pas le recul product manager ou gestion de startup pour savoir finalement quelles sont les réelles options possibles et pas uniquement dans son domaine de compétences.
Alors, finalement, qui c'est qui peut vous aider à définir? Qui c'est qui peut vous aider sur, à savoir quelle solution, utiliser ou finalement évaluer quel est le niveau d'un développeur et savoir s'il va être bon ou pas? Parce que même dans un seul et même langage, on peut avoir des personnes qui, réalisent leurs produits, qui réalisent quelque chose, mais qui ont un niveau qui est bien, bien inférieur à d'autres et c'est très, très compliqué de pouvoir évaluer ce type de compétences quand on n'a pas de compétences techniques. Et c'est là que, le rôle de l'expert technique va être aussi pointu, c'est qu'il va être capable d'identifier la bonne personne et va être capable de savoir si oui ou non il est pertinent ou pas dans son domaine de compétences. Alors, typiquement, si, en tant que moi, si en tant que CTO, j'accompagne 200 startups, mais j'ai un niveau qui est juste moyen dans la plupart des langages. Parce que finalement, je suis un expert en rien, je suis jamais allé à fond dans une seule et même technologie. Mon expertise, elle est plus de savoir justement cet éventail de solutions, être capable d'auditer, regarder globalement un code source, s'il est lisible, compréhensible et d'avoir cette, compréhension du niveau technique de chaque domaine, de chaque langage, de chaque framework et d'être capable d'identifier si une personne est au niveau 1 ou 2 ou est au niveau 8 ou 9 dans tel ou tel domaine. Et c'est ça qui est ultra pertinent quand on va lancer une startup, c'est d'être capable d'identifier finalement quelle est la bonne ressource sur laquelle avec qui il faut qu'on avance et avec qui il faut qu'on bosse. Et que ce soit peu importe la spécialité d'ailleurs, hein, AI, virtuelle, enfin, la réalité virtuelle, les jeux, la création de jeux, etc., etc. Donc, le seul sujet, la seule option pour cette partie-là, c'est finalement de s'appuyer sur des experts. Il n'y a pas d'autre solution si vous n'avez pas de compétences techniques et même si vous voulez avoir un minimum de recul, il faut s'appuyer sur des experts. Moi-même, je fais appel à des experts, dès que ça sort de mon domaine de compétences et c'est arrivé à plein de reprises. Des fois des audits trop poussés, les payer, de faire une conf call avec eux, de leur montrer des morceaux de code source pour savoir si oui ou non c'est pertinent, savoir si ça a été bien fait, savoir si c'est évolutif, savoir si on peut se baser sur telle ou telle technologie pour continuer. Et je vous invite à faire exactement la même chose parce qu'en une demi-heure de temps avec la bonne personne, on peut gagner des mois, voire des années de développement. Donc voilà, globalement, c'est la conclusion pour cette, partie expert technique. Il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est de vous entourer des bonnes personnes qui vont soit être ultra pointues sur la techno dont vous avez réellement besoin, soit qui seront les bons relais pour vous guider ensuite vers les bonnes technologies, pour votre projet. Amaury, petit point de timing, il nous reste 10 minutes de OK, présentation. c'est bon, il nous reste 2 points, je vais accélérer un poil. Les 10 minutes incluent la Q&A ou pas? Si possible. OK. Allons-y, avançons. Le troisième rôle du CTO, c'est le rôle de IT management, de gestion de management de l'équipe IT. Donc typiquement, sur ce rôle-là, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect humain et il y a l'aspect technique on en a un peu parlé, finalement savoir dans quelle industrie on est, quelle technologie sera adaptée. Alors, d'abord, je vais me concentrer sur le côté humain. Sur l'aspect humain, il y a un facteur qui, pour moi, est le facteur essentiel pour être un bon, manager. C'est d'être à l'écoute. Alors d'être à l'écoute de ses clients, évidemment, d'être à l'écoute de son product owner, du product, du directeur produit typiquement, s'il y en a un dans l'organisation, des développeurs également, parce que les développeurs peuvent avoir de très bons, feedbacks à monter et surtout peuvent identifier des opportunités qui peuvent se transformer en opportunités marché. Les opportunités techniques peuvent devenir des opportunités marché. J'ai un très bon exemple d'un très bon CEO qui sait écouter, qui s'appelle Brendan et qui est le fondateur de Dizyware et qui j'ai bossé il a commencé à travailler en 2017. J'ai même fait à plusieurs reprises des interventions pour eux, des audits quand ils ont fait l'acquisition, etc. Et typiquement, il est venu me voir il y a 3 ans parce qu'il n'avait pas de CTO. Le CTO et le directeur produit étaient en train de partir, donc il fallait restructurer. Et ils ont été capables de passer de 20, ils étaient 23 ou 24. Alors, aux dernières nouvelles, ils étaient 50 et des brouettes. Donc, ils ont multiplié par 2 en 2 ans leurs équipes. Et pour moi, ils ont réussi à le faire parce que justement, Brendan était capable d'écouter les conseils de ses équipes, de s'entourer des bonnes personnes. Et en l'occurrence, j'ai bossé pour lui pour justement lui guider sur
comment monter sa roadmap, quelles étaient la vision possible, etc. et ce qui était possible de faire avec leur stack technique. Et c'est ça qui finalement leur permis de croître très rapidement. Je pense que c'est le facteur numéro 1 d'un bon manager, c'est qu'il est capable d'écouter. Alors ensuite, tac, 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 tac. Donc finalement, même si vous avez trouvé les bonnes personnes avec qui bosser, il est essentiel que vous soyez capable de les écouter et qu'en retour, ces personnes-là soient également capables de vous écouter. Et particulièrement si vous voulez établir une relation long terme. Je ne crois pas du tout au manager, l'ancien manager. Pour moi, un manager 2.0, c'est en fait un coach de carrière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être capable de regarder la vision du produit, la vision de l'entreprise et trouver les points communs avec la vision de la carrière de ce que veulent faire vos développeurs, de ce que veulent faire vos équipes et de les faire grandir vers là où ils veulent être dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, c'est essentiel d'être à l'écoute des besoins, et là, on parle vraiment de l'humain, hein, des besoins des personnes avec qui vous travaillez pour trouver quel est finalement le point commun entre là où ils veulent aller et là où vous voulez aller avec votre produit et faire une route, un bon bout de chemin ensemble. Et même des freelances, vous pouvez travailler avec des freelances avec cette approche-là et avoir des freelances qui sont super fidèles avec vous et les faire grandir sur leur propre projet également. Il n'y a pas moyen de forcer les choses aujourd'hui. J'ai eu des startups avec des anciens managers qui forcent, qui donnent des ordres et qui disent voilà, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas payé, etc. etc. La menace ne fonctionne plus, clairement. Aujourd'hui, on ne donne plus des ordres, on inspire. Il faut vraiment inspirer par l'exemple, montrer comment on avance, montrer qu'on est à l'écoute, qu'on reconsidère. Et c'est réellement ce qui fait un bon manager, et particulièrement dans le monde de l'IT, où on part de bases qui sont vraiment opposées, d'environnement et de contexte complètement opposés. Donc, si jamais à un moment donné, vous avez considéré travailler avec des développeurs, il y a aussi plein de solutions, hein. Vous pouvez par exemple imaginer travailler avec une équipe à distance. Il y a des développeurs qui adorent travailler du bout du monde et c'est complètement possible à partir du moment où vous développez vos propres compétences en management et vous allez pouvoir mettre en place un framework, un mode de travail qui sera compatible avec votre vision et compatible avec ce que veulent faire, par exemple, vos salariés ou vos freelances, si jamais ils veulent voyager au travers le monde. Et ça pourra potentiellement vous permettre de les fidéliser et en même temps les garder sur du long terme. Parce que c'est plus compliqué d'établir ce type de relation avec des entreprises standards, alors que si vous êtes une startup, vous avez la possibilité d'offrir ce genre de luxe, si je peux dire, à certains profils. Ça vient aussi avec son rôle de difficulté, hein. Il ne faut pas se nier. Le pilotage à distance a sa réelle difficulté. Et je pense que le monde d'aujourd'hui l'a bien compris grâce au Covid. Alors, vous savez aussi, être bon manager, c'est aussi une question de mindset. Et il faut vraiment attirer les personnes avec qui vous allez avoir un bon fit. C'est essentiel d'être à l'écoute et de vous assurer que vous avez partagé les mêmes valeurs avec les personnes avec qui vous allez travailler. Peu importe que ce soit des salariés, des freelances ou des partenaires. Donc, on revient maintenant sur les rôles et les tâches que doit endosser un bon manager IT. Il doit être capable de gérer les développements. Il doit être capable de manager et de gérer les contrats avec les prestataires. De poser des deadlines. C'est aussi essentiel de poser des deadlines. De gérer les codes sources et de s'assurer que les codes sources sont sous contrôle de l'entreprise et non pas uniquement lorsqu'on paiera la facture. Parce que si problème il y a au fur et à mesure du projet, il faut être capable de regarder. Et c'est souvent ce que nous, on fait. Parce que moi, je fais, c'est que les projets qui accompagnent, je regarde de temps en temps les codes sources pour m'assurer que tout avance correctement et que c'est construit avec un standard suffisamment bon. Et il faut aussi s'assurer, en tant que manager IT, d'avoir un réel contrôle sur l'infrastructure. Et prendre de bonnes décisions, évidemment. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des douzaines de projets qui ont réussi à faire et à monter en compétence sur ce rôle-là, même sans expertise technique. Devenir un bon manager, c'est avant tout une question d'humain. Et si vous êtes un tant soit peu à l'écoute des personnes avec qui vous bossez, vous avez la capacité de vous développer sur ce type de compétences. Point essentiel, je vous l'ai déjà dit, les codes sources produits pour une entreprise doivent nécessairement appartenir à cette entreprise. Voilà, dernier rôle, l'innovateur. L'innovateur,
Je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est le super CTO. C'est le CTO qui a bossé pour plein, plein, plein de startups, heu, potentiellement des centaines. C'est vraiment un rôle que j'ai appris par moi-même en accompagnant plein de startups et particulièrement avec Marseille Innovation, où j'ai dû en coacher, je sais pas, peut-être une centaine depuis 5 ans que je travaille avec eux. Hem Et en fait, c'est un rôle, c'est un mix entre le product manager, l'expert technique et l'IT manager, puisque ça va être de trouver des solutions out of the box. Heu, Parce que finalement, à un besoin, à un problème donné, il y a des millions de solutions et finalement, c'est trouver cette solution, c'est être un innovateur, c'est trouver une solution qui n'a pas été identifiée jusqu'à présent. Et un innovateur va travailler sur différents axes. Sur un axe technique, mais pas que. Sur un axe business model, sur un axe trouver des solutions pour l'équipe, potentiellement une ressource, aller chercher l'expertise ultra pointue, peut-être sur Upwork par exemple, parfois juste 100 $, on peut résoudre un problème ultra pointu qui pourrait coûter des dizaines de milliers si jamais on n'avait pas la bonne personne. Et c'est ça, pour moi, le rôle du bon innovateur. C'est la personne qui a cette capacité d'être très créative, un peu inventeur, d'aller compréhension business et va comprendre réellement où est-ce que vous voulez aller avec la vision de votre projet et qui a une grosse expérience avec des startups et donc qui saura quelle solution mettre en phase, de quel problème. Alors, vous pouvez, au fur et à mesure, devenir un meilleur innovateur, hein. Vous n'allez pas devenir Elon Musk, en une nuit, mais vous avez la capacité de développer cette compétence-là. Alors mes recommandations, c'est évidemment de suivre ce qui se passe dans le monde de la tech, suivre les tech news et cetera, product hunt, voir comment les autres startups, fonctionnent, quelles sont les startups qui percent et celles qui ne percent pas et identifier deux trois choses. La première chose que vous pouvez apprendre des autres startups, c'est d'abord, finalement, quelles sont les technologies qu'ils ont implémentées. Vous avez des solutions comme ShareStack, etc., qui permettent de savoir quelles technologies ont été utilisées par telle ou telle startup. Ensuite, quel est le business model qu'ils ont utilisé? Analyser les business models des autres startups. Il y a beaucoup d'innovations qui sont juste des innovations de business model ou d'usage. Et identifier également comment ces startups-là font pour attirer leurs utilisateurs. Quelles sont leurs techniques de growth hacking, d'acquisition, et comment vous pouvez les répliquer et les appliquer à votre propre concept. C'est ça, devenir un bon innovateur, c'est vraiment avoir cette vision d'ensemble, tech, business model et acquisition, et être capable de répliquer les bonnes idées qui fonctionnent sur d'autres startups, sur d'autres projets, sur d'autres marchés, et vous les approprier. Donc évidemment, ça va être compliqué de devenir un très bon innovateur en une nuit et c'est pour ça qu'il est essentiel pour moi de travailler avec des mentors, d'incubateurs, des personnes qui ont bossé avec plein de startups, que ce soit sur tous les aspects, hein, que ce soit financier, business model, marketing et cetera et pour mon cas, pour les aspects techniques, c'est essentiel d'avoir ce genre de mentor avec qui, travailler. Je me fais un petit peu l'avocat du diable et le timekeeper, il est 11h moins 1 et OK. faire la transition justement, donc Amaury est expert au sein de YCube. Il sera donc votre référent tech, quel que soit le programme en fait que vous choisirez au sein de l'accompagnement. Et effectivement, en fait, le tout, c'est d'être entouré des bonnes personnes au bon moment pour être sûr de prendre les bonnes décisions. On prend une petite minute pour les questions-réponses que vous pouvez avoir. J'avais une ultime partie, mais je vais, la passer très rapidement. L'opportunité de ne pas avoir de CTO, c'est une réelle opportunité. C'est l'opportunité finalement de s'entourer avec des personnes, expertes dont vous n'auriez pas eu besoin si vous aviez un jeune développeur avec qui travailler. C'est aussi la possibilité de passer avec des challenges, de passer à travers des challenges, auxquels vous allez de toute façon devoir traverser, un peu plus tard, et généralement sur les phases de, growth. Voilà. C'était tout ce que je voulais rajouter sur cette partie-là. Hop, après, Je voulais te remercier, Amaury, pour avec ton plaisir. intervention. On est un peu short sur le timing. C'était extrêmement intéressant. J'espère que vous avez trouvé du contenu qui vous a inspiré. Je vous propose effectivement d'envoyer vos questions directement par mail parce que pour le coup, il y avait beaucoup de contenu ce matin. Merci encore, Amaury, pour ton intervention qualitative. Mettre